Bienvenue sur Fashion Green Podcast, le podcast des entreprises engagées pour une filière mode, textile, sport et luxe plus durable. Pendant 2 jours, à Lyon, les Fashion Tech Days ont rassemblé des experts, marques, institutions et startups autour de la thématique « Performance durable, comment allier performance et baisse d'impact ». Un événement conçu pour découvrir et comprendre comment l'utilisation des technologies peut renforcer les pratiques éthiques et durables de la filière textile afin d'offrir des perspectives nouvelles et innovantes pour l'avenir de la filière. Bonne écoute! On démarre tout de suite avec un beau sujet, évidemment, autour de la RSE et un beau plateau d'invités. Alors, vous avez vu le titre « Engagé ». J'ai regardé ce matin, évidemment, la définition sur le petit Larousse de « engagé », parce que c'est un adjectif que j'aime beaucoup. J'ai d'ailleurs moi-même développé un label qui s'appelle les Ateliers Engagés pour le groupement de la fabrication française, qui regroupe 50 ateliers de confection. Et on a déjà nos premiers audités dans une démarche RSE. Donc, effectivement, j'ai enfin regardé ce que ça voulait dire « engagé ». Voilà. Donc 16 définitions, c'est plutôt un terme qui a une couleur un petit peu militaire, hein. Et j'ai quand même trouvé, dans la 13e définition de ce que c'est que l'engagement, j'ai quand même trouvé une définition intéressante qui travaille plutôt la question de la philosophie. Donc c'est un acte par lequel l'individu assume les valeurs qu'il a choisies et donne grâce à ce libre choix un sens à son existence. Donc c'est vraiment une démarche finalement pour soi, finalement, je résume un peu. Mais on va aussi voir avec nos invités que ça va être une démarche pour les autres et que ça donne aussi un sens à l'entreprise. Et c'est vraiment ce qui nous intéresse dans cet atelier, c'est voir tout le sens que l'on peut mettre. Je vous rassure, dans la RSE, on a une seule définition, c'est l'ISO 26000, une seule norme qui permet effectivement de voir tout ce qui est fait en termes d'engagement. Et on va démarrer, je sais que le temps est contraint pour notre atelier, on a beaucoup d'intervenants. On va démarrer de suite par une première personne qui met en place en ce moment depuis peu de temps la RSE dans son entreprise. Je parle de Marion Gagnoux, donc DMD France. Alors la RSE, ça veut dire quoi concrètement pour une entreprise qui va être engagée ? Bonjour à tous. Alors déjà, DMD France, c'est une entreprise familiale qui est pilotée aujourd'hui par la 3e génération. L'histoire, elle a commencé dans les années 80 avec la fourniture de bleus de travail pour les agriculteurs et les artisans autour de la commune de Montretier dans le Rhône. On fabrique donc des vêtements de travail, des équipements de protection individuelle dans nos ateliers en propre en Tunisie et en France. Ça va du vêtement image sur mesure pour des travailleurs de grands groupes comme Engie, Total, Vinci, Bouygues, aux vêtements sur catalogue disponibles suivis sur stock, aux vêtements de très haute protection thermique pour les travailleurs de l'industrie lourde comme ArcelorMittal. Donc pour en revenir à la thématique, l'engagement pour DMD, c'est avant tout finalement proposer des vêtements qui vont protéger les salariés des risques auxquels ils font face dans leur environnement de travail. Donc c'est assez encadré par la réglementation et par des exigences normatives au niveau de la conception, au niveau du choix des matières. On va dire que notre marge de manœuvre, elle est assez limitée finalement. Et on est engagé vis-à-vis de nos collaborateurs, des salariés, à assurer leur protection, leur bien-être, leur juste rémunération. Donc ça, c'est vraiment un socle de base. Et du coup, on va pouvoir agir sur plusieurs étapes de la filière, donc qui sont assez connues. Voilà, ça va être vraiment le sourcing, la production et la fin de vie. Sur ces 3 étapes-là, plus précisément, au niveau du sourcing, on va intégrer dans nos cahiers des charges des critères RSE pour sélectionner les fournisseurs, pour choisir les matières. On va essayer d'acheter des matières qui sont Ocotex standard 100 pour garantir l'innocuité aux porteurs, donc qu'il n'y ait pas de réaction allergène, cancérigène au contact de la peau. On va s'assurer du respect de la réglementation européenne REACH, donc relative à l'usage des produits chimiques. On va essayer d'intégrer dans nos gammes, de faire des variantes avec des matières responsables, donc en intégrant du polyester recyclé, du coton biologique, des alternatives comme le Tencel. Voilà, au niveau du sourcing. Au niveau de la production, sur nos sites en propre, on va mandater des organismes pour réaliser des audits sociaux et être vraiment dans cette amélioration continue-là du critère social.
Et sur la fin de vie, eh ben, aujourd'hui, on propose des box de récupération à nos distributeurs. Donc voilà, on recycle une grosse partie avec un partenaire qui est dans le Nord pour une issue, à l'issue avoir de l'effiloché à destination de l'isolant automobile ou dans le bâtiment. Là, on a des contraintes quand même sur ces gisements-là, parce que dans le vêtement de travail, l'équipement de protection, tout ce qui est bande rétro, les matériaux en PVC avec de l'induction polyuréthane sont difficilement recyclables. Donc on travaille sur ces sujets-là pour s'améliorer. Alors quand on prend un poste RSE, puisque du coup moi je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ces nouveaux postes qui arrivent dans les entreprises, des créations de postes, de fonctions. Moi j'ai même vu dans les ateliers de confection que finalement cette RSE conduit à avoir de l'embauche de chargés de mission RSE, et c'est vraiment nouveau. Vous avez découvert quoi finalement quand vous êtes arrivé dans cette thématique RSE, au-delà de toutes les thématiques que vous avez déjà évoquées, qui sont déjà des gros chantiers? En fait, le dernier engagement d'AMD, c'est ça, c'est mon recrutement au mois d'août dernier. Donc voilà, je suis fraîchement arrivée. Non, en fait, il y a beaucoup d'actions qui sont menées. Je ne vais pas en faire la liste exhaustive, mais finalement, ma mission principale, c'est d'aller vite dans l'amélioration continue, parce qu'il y a cette urgence-là. Donc ça va être d'accompagner DMD pour formaliser la démarche globale, suivre les lignes directrices de l'ISO 26000. Ce qui est déjà un gros sujet. Voilà, il y a plus de 40 chapitres. Il faut cartographier nos parties prenantes, cartographier les risques, tout ça pour finalement lister toutes les actions qui sont nécessaires et les prioriser et se fixer des objectifs. C'est finalement ce qui nous manque aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses de faites, mais voilà, c'est peut-être recentré pour être plus efficace. Alors comment réagissent ces salariés par rapport à cette nouvelle fonction? Comment vous travaillez avec les salariés en interne du coup? Là, ce qu'on a déjà priorisé, en fait, on part du principe où la RSE, c'est pas un métier, c'est pas... Tous les services y travaillent, en fait, et ont des projets à mener, que ce soit au sourcing, aux ressources humaines, pour le bien-être, au bureau d'études avec l'éco-conception. Et pour embarquer tout le monde et leur donner les clés vraiment de compréhension, c'est proposer des ateliers type la fresque du climat, la fresque du textile que j'ai fait hier matin, qui est très intéressante aussi pour les gens de la filière. C'est en fait les embarquer avec nous, pas avoir un poste dédié. C'est vraiment un travail collaboratif, même avec les partenaires industriels aussi. Point important, effectivement, c'est le onboarding, comme on dit en mauvais français, des salariés, qui est un point essentiel. Et c'est là-dessus, évidemment, qu'on va pouvoir développer des outils. Alors nous, dans le GFF, on a développé un jeu, je vous l'ai ramené, mais on ne va pas jouer, malheureusement, ce matin, un jeu de cartes, où on a finalement identifié tout le référentiel ISO 26000, et effectivement, on définit les indicateurs avec les salariés, ce qui est aussi un sujet, d'avoir vraiment les salariés qui sont partie prenante de la RSE, pour éviter ce phénomène un peu de bocal de la RSE, qui est effectivement quelque chose de technocratique en plus du travail très concret, et qui ne conduit pas à des actions effectivement innovantes. Alors on va tout de suite passer à Olivier, qui lui, pour le coup, en innovation, a fait des choses vraiment intéressantes. Alors ça a démarré par une marque, mais ça va jusqu'à un atelier de confection. On revient dans les ateliers assez vite. Donc ça démarre par Tranquille Émile et ça va jusqu'à Exactelier. Alors oui, absolument. Bonjour à tous, merci. Alors effectivement, ça démarre à un endroit et ça revient quelque part. On revient toujours à la source. Et quand on parle RSE, quand on parle... Et alors, moi, j'ai bien aimé l'introduction et puis la première intervention sur l'engagement, parce qu'effectivement, l'engagement... Quand on parle d'engagement, alors en plus aujourd'hui on est dans un contexte sportif fort, quand on parle d'engagement, on ne peut pas ne pas parler de collectif. Et quand on parle de collectif, on parle d'ensemble. Et quand on parle d'ensemble, c'est un ensemble d'individus, de personnes. Et alors nous, l'histoire de la marque, effectivement, Tranquille Émile, ça fait 5-6 ans. On est encore en plein développement, mais on reste petit. Et l'idée, c'était de se dire, on n'a pas développé une marque simplement pour surfer sur le Made in France parce que c'est la mode, et si dans 10 ans il faut changer d'optique et puis finalement ne plus faire une Made in France, tant pis. Non, c'était par conviction. Moi perso, j'ai eu un parcours pendant très longtemps dans le secteur de la santé. Comme je dis souvent, dans la santé, on n'y bosse pas pendant des dizaines d'années sans avoir ça dans les tripes. Sinon, il y a trop de contraintes, pour le coup, humaines pour être passionné par ça. Et je suis né en textile, et pareil, on pourrait se dire c'est la même contrainte. Si on veut travailler que pour l'aspect marque, allez, on sort sur la mode, ok, ça peut contenter. Si on veut vraiment s'impliquer sur le terrain,
il faut avoir cette passion, et cette passion, on ne peut pas l'avoir tout seul, et cette passion, on voulait la concrétiser. Ça faisait longtemps qu'on se disait, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas s'impliquer pour être au cœur du métier, aller au charbon. Surtout, l'optique n'était pas de se dire on ne va plus travailler avec les ateliers avec lesquels on travaille, mais au contraire, pour essayer de encore mieux les comprendre, parce qu'on sera tous, voilà, on embarquera tous dans le même navire. Et donc du coup, on s'est associés. Alors, quand je parle, on est presque deux. Je ne suis pas schizophrène, mais on est presque deux. Parce qu'en fait, je suis associé avec une femme, on a respecté la parité, et qui avait un atelier et qui travaillait déjà pour nous sur des doudounes qu'on avait développées en Rhône-Alpes, des produits un peu techniques, et qui avait aussi envie de se développer, mais n'avait pas envie. Moi, mon trip, c'est pas d'être un super gros acteur du textile en confection. Si on grossit, tant mieux, mais je veux surtout pas perdre notre humanité et notre dimension artisanale, parce que quand on sait tous ce que représente la fabrication textile, et moi je trouve ça passionnant quand on voit ces petites mains. On est dans des vrais savoir-faire, et du coup l'idée c'était de se dire tiens, nous on a envie d'y aller, on a un partenaire qui a envie d'y aller aussi, allons-y ensemble, on s'engage, et on s'engage pour des valeurs qui sont vraiment des valeurs de la confection en France, et pas simplement encore une fois pour l'aspect mode, mais pour l'aspect savoir-faire. Et le savoir-faire, il est tenu par des humains, donc savoir-faire pour préserver aussi des personnes qui travaillent, et se concentrer sur cette personne, qu'elle soit personne partenaire, personne cliente, personne œuvrante avec nous, avec une dimension d'inclusion. Nous, dans la marque, on voulait s'impliquer sur l'inclusion, mais quand on n'est que marque, alors si on fabrique des vêtements à titre gratuit pour certaines assos qu'on connaît qui font l'inclusion, notamment dans le secteur handicap psychique, c'est un secteur que je connaissais bien, mais ça ne nous suffisait pas. On voulait aussi, encore une fois, si on veut bien parler de quelque chose, il faut aussi pouvoir le faire un petit peu. Et du coup, ce projet, il nous permettait aussi de concrétiser un projet d'inclusion. Et encore une fois, on parle d'engagement, donc on s'engage déjà, nous, c'est pas Tranquille Émile qui fait sa marque toute seule pour se dire tiens, on veut être autonome et on veut grossir très vite et on voudra tout gérer. Non, on s'engage, donc Tranquille Émile, aujourd'hui, moi j'ai Tranquille Émile, Samy Variera, ça va un atelier, et on a Ex-Atelier où on est 50-50, mais quelque part notre rêve, c'était pas d'être super gros et tout seul, notre rêve c'est de pouvoir œuvrer et se développer, et que ce projet d'Ex-Atelier puisse aussi nous ouvrir à être encore plus coopératifs avec nos ateliers existants, parce qu'on peut dire, tiens, on a les mêmes problématiques, donc on pourra plus facilement leur dire, mais tiens, on développe un projet ensemble, on développe quelque chose, et encore une fois, avec cet humain qui nous fait avancer. Et si on se bat pour la confection Made in France, c'est pour l'humain, pour la préservation, et on parle beaucoup, bien sûr, de l'aspect écologie, mais l'écologie sans l'humain, la planète, on y tient parce qu'il y a des humains qui vivent dessus. Et les humains qui vivent dessus, c'est à la fois ceux qui travaillent dans nos ateliers, et on avait envie d'avoir la main à la pâte pour développer ça. C'est un très bel exemple parce qu'il y a beaucoup d'ateliers de confection qui sont en train, d'ailleurs eux-mêmes, de développer des marques. Moi, je pense à G-Tex qui a développé sa marque de doudoune. Je pense aussi à Lénard Cordier qui a aussi sa propre marque, Mout, pour pas la nommer, en doudoune mouton, entre autres. Je pense aussi à Kidur, qui est issu en fait d'un atelier de confection, enfin une vieille marque qui est régénérée par un atelier de confection. Donc je pense que c'est hyper intéressant de voir que finalement le lien marque-atelier de confection sort un petit peu de la marque blanche à façon, puisque les ateliers de confection pendant très longtemps n'étaient pas visibles, on n'en parlait pas. Et c'est évidemment intéressant de voir que du coup, il y a cette idée de revaloriser aussi les ateliers de confection pour créer de l'attractivité. Parce que c'est aussi un sujet, on en a parlé hier matin en disant qu'il n'y avait pas assez de couturières en France. Oui, effectivement, le métier est caricaturé, pas connu, les sites ne sont pas forcément dans des centres urbains, donc c'est aussi compliqué d'attirer effectivement des personnes pour travailler. Donc c'est vraiment intéressant de voir un écosystème marque atelier de confection qui est tout à fait pertinent. On a parlé aussi hier matin beaucoup des teintures.
On va ouvrir un sujet qui est vraiment lié à l'innovation de ces 2 jours avec David. Effectivement, David Godino, Natura ADS et Alliance Machine Textile. Et là, quand on a échangé pour préparer la table ronde, j'étais vraiment assez intéressé. On n'a pas échangé assez, donc alors ça va encore peut-être vous frustrer. Hein. On n'a que 5 ou 7 minutes. Mais voilà, il y a beaucoup d'innovations dans le domaine de la teinture, notamment végétale. Et effectivement, les machines ont fait des progrès extraordinaires. Et maintenant, on a une qualité aussi, c'est quand même le sujet. J'étais il y a une semaine avec une petite marque de lingerie qui fait du coton 100% bio et de la teinture végétale. Elle me disait, en qualité, c'est parfois un petit peu variable. Et je crois que c'est bientôt terminé, ce côté variable. On le souhaite, en tout cas, c'est ce qu'on propose avec notre Nature ADS. Je suis David, je suis le président d'Alliance Machine Textile. On est basé à Lyon, on est le constructeur français de machines de teinture depuis 30 ans. On accompagne nos clients français, européens, Afrique du Nord sur des machines neuves, des machines reconditionnées et historiquement sur de la teinture synthétique. Qui ont, je tiens à le préciser, des pratiques qui sont très différentes d'autres pratiques beaucoup plus lointaines. Et donc l'ennoblissement textile pollue globalement et mondialement, oui, absolument. Faisons la part aussi des choses entre une production plus locale et une production plus lointaine avec des pratiques très différentes. Depuis toujours, les créateurs d'Alliance Machine Textile et moi, depuis la reprise il y a 4 ans, on a toujours été engagés sur la réduction du rapport de bain, c'est-à-dire la quantité d'eau qu'on utilise pour ennoblir une quantité de tissu. Un rapport de bain 10 signifie, pour 1 kg de tissu traité, je vais utiliser 10 litres d'eau à chaque étape du processus de teinture. Et donc, depuis une vingtaine d'années, les rapports de bain ont perpétuellement commencé à diminuer. Aujourd'hui, nos meilleures machines ont des rapports de bain de l'ordre de 1,3, 1,5, quand nos concurrents ont plutôt des rapports de bain de 1,8, 1,10. Et donc, quand on fait des machines d'une tonne 2, de 1200 kg de tissu, ça fait des milliers de mètres cubes. J'ai une machine qui s'appelle la Rotora. Sa production annuelle en France chez un client permet d'économiser à elle toute seule 3 piscines olympiques. Ces 3 piscines olympiques qui sont chauffées de 20 à 130 degrés plusieurs fois par jour pour faire tous les cycles de teinture. Donc ça fait beaucoup d'eau, ça fait beaucoup d'énergie, ça fait beaucoup de produits auxiliaires de teinture. Et donc ça fait beaucoup d'impact environnemental en moins. Pour autant, lorsque on a préparé le plan stratégique d'Alliance, comment est-ce qu'on va encore plus loin et comment est-ce qu'on continue à démontrer notre engagement, on est techniquement à la limite de ce que l'on sait faire en rapport de bain, avec des rapports de bain. Notre record, c'est 2,6 litres d'eau pour 1 kg de tissu. Et donc, on s'est dit, on n'arrivera pas à faire de 5 ou 2 ou 1, ou même on travaille, on réfléchit en collaboration avec le Tectera, l'IFTH sur les technologies du futur, sur le CO2 supercritique, etc., mais qui lèvent d'autres questions. Et donc, pour aller plus loin, on était en contact avec Sandrine Rosier, qui est une experte en teinture naturelle, à qui j'ai proposé de concevoir une machine dédiée à cette pratique, en étant convaincu qu'il y a énormément de valeur derrière la pratique de la teinture naturelle, et pour autant un écosystème très volontaire qui n'a pas les moyens, en termes d'outils, de faire ce qu'elle a à faire. Travailler dans des casseroles, dans des barques plein bain. Les ennoblisseurs textiles faisaient de la barque plein bain il y a un siècle. Et donc il y a un retard significatif à faire pour que la démarche soit complètement cohérente entre l'usage de mordants et de colorants d'origine naturelle, mais en pratiquant avec peu d'eau et peu d'énergie. Et donc, on a commencé à discuter avec Sandrine, on a très rapidement modélisé l'usage de la pratique de la teinture naturelle, qui s'adresse plus du tout, je vais dire, à nos clients industriels, mais à cet écosystème de la teinture naturelle, non pas pour les mettre en opposition, parce que je suis très respectueux de mes clients en teinture synthétique, qui aujourd'hui ont une difficulté, c'est qu'ils n'arrivent pas à investir dans la maîtrise et la connaissance de la chimie du naturel. Pour autant, il y a des sachants qui n'ont pas les bons moyens, et donc je donne les moyens aux sachants pour développer des pratiques. Donc on va appeler ça un protocole de teinture, dans lequel on va chauffer, remplir, vidanger, mettre telle quantité de produit. Ça définit un programme de teinture, avec la capacité de prendre ce programme de teinture et de le mettre dans une machine de plus grande taille. Aujourd'hui, on expose la Nature ADS qui fait 3 kg. C'est tout petit. C'est déjà beaucoup pour beaucoup de personnes qui font de la teinture naturelle. Dans le monde industriel, une toute petite machine, c'est 30-50 kg.
ce qui est déjà énorme en teinture naturelle. Donc on me dit souvent, mais la Nature ADS, est-ce que vous allez la faire en plus gros? Non. Il suffit, ou il suffira, de prendre le protocole, de faire quelques adaptations mineures pour créer ce lien entre le développement de la pratique, faciliter la pratique, la répétabilité et le prix de revient, parce que la machine permet d'économiser de l'eau, permet d'économiser des produits auxiliaires teinture, des colorants, permet d'économiser des heures. La première machine a été livrée, je l'ai livrée le 11 juillet. Sandrine Rosier a fait ses premières productions pour l'Opéra Peu Comique avec le spectacle qui sort dans les prochains jours. En l'espace de 3 semaines, elle est passée d'un petit peu stressée à utiliser la machine à je lance la machine et je vais me coucher. Et le matin, elle a récupéré sa teinture, elle était nickel. Et donc ça, c'est hyper valorisant parce que du coup, on dit les produits de teinture naturelle coûtent cher. Ils coûtent plus cher que les produits synthétiques, forcément, ce n'est pas les mêmes quantités. Pour autant, si on arrive à avoir la juste consommation, le juste usage, et surtout pas passer des heures et des heures derrière sa barque, ben on va pouvoir faire autre chose. Et donc, toutes les marques qui s'intéressent à la teinture naturelle et qui vont faire appel à un écosystème de la sous-traitance en teinture naturelle vont pouvoir s'appuyer sur ce nouvel outil. Lorsqu'on l'a développé, on espérait être le premier, et on l'a exposé à Milan au Salon mondial des constructeurs de machines textiles, et on est le seul. Donc on est très fiers. Bravo. Et donc toujours engagé. Très bien, merci. Alors vous avez cité un mot-clé qui est Tectera, qu'on ne peut pas ignorer quand on arrive dans la région. Tissage de chariot non plus. Alors, tissage de chariot, on vous connaît même évidemment au niveau national. Hein, c'est une représentation forte à l'IUT de tissage de chariot, notamment sur les sujets d'engagement RSE, carbone et autres. On va peut-être commencer par toi, Alec. Voilà. Bonjour. En quelques mots. Oui, bonjour à tous. Donc nous, Tectera, on est une association donc, qui représente l'industrie textile française dans le but d'accompagner les industriels textiles français donc, sur leur compétitivité à travers des accompagnements à l'innovation. Donc on a 270 adhérents qui sont tous industriels textiles français, de la PME au groupe, en passant par des fois des créateurs ou des artisans. D'ailleurs, David et Alliance Machine Textile sont adhérents, les tissages de Charlieu aussi autour de cette table. Notre principal accompagnement est donc de l'accompagnement à l'innovation. Donc les sujets d'innovation de nos jours tournent beaucoup autour de justement cet engagement, on va dire, écologique et cet engagement aussi sur l'industrie du futur pour avoir une nouvelle représentation de l'industrie textile en France qui soit précurseur vis-à-vis des autres développements qu'on peut avoir à l'étranger. Donc autour de quelque chose d'innovant au niveau vraiment des technologies qu'on utilise et une technologie au service de l'environnement. Et donc dans ce cadre-là, voilà, on accompagne les entreprises à trouver les bons financements publics principalement, qu'ils soient au niveau régional, national ou européen, pour pouvoir développer leurs projets. Et puis des fois aussi, c'est trouver des nouveaux savoir-faire complémentaires pour développer leurs projets. C'est-à-dire que quand on est une petite PME de 50 personnes, on n'a pas forcément les capacités de développer une nouvelle branche dans son entreprise, donc on va s'associer avec une autre PME et c'est là que notre réseau aussi vient en support justement à ces projets-là, tant au niveau de l'innovation que des compétences et des savoir-faire. On va avoir aussi un pouvoir régalien qui est de labelliser les projets, donc labelliser les projets pour qu'ils aient un accès au financement et qu'ils aient aussi un retour d'experts pour savoir voilà, est-ce que l'orientation est bonne ou pas. Donc on a vraiment tout ce savoir-faire en accompagnement de projets d'innovation. On fait aussi du développement économique, mais on va dire que ce n'est pas forcément l'engagement duquel on va parler aujourd'hui avec les tissages de Charlieu, parce qu'on est venu à deux aujourd'hui avec les tissages de Charlieu, parce qu'on a des clubs en fait, d'intéressement, donc des clubs où on va faire des retours de veille, et justement on va cultiver un peu ces notions d'innovation, de veille technologique au niveau national et international, parce que voilà, on a aussi des bonnes relations à l'international. Et donc aujourd'hui on vient vous présenter un club particulier qui est le club Récit, donc, qui est associé à l'économie circulaire. Nous on a 3 axes stratégiques qui vont être économie circulaire, industrie du futur, 2 notions assez transverses, et puis matériaux avancés. Matériaux avancés, ça va être vraiment des matériaux avec de la connectique, etc. On travaille beaucoup aussi de tissus techniques avec la DGA ou des acteurs comme SI. Et donc voilà, au Club Récit, qu'est-ce que c'est concrètement le Club Récit? C'est une trentaine d'acteurs de la région et d'ailleurs qui se rejoignent physiquement 4 fois par an sur une journée pour
aller découvrir des pratiques qui se font, donc visiter des sites, faire des retours de veille, et dans l'objectif de créer des projets, entre ce groupe d'acteurs industriels. Et donc les tissages de Charlieu avec Marie font partie de ce club récit, et on travaille ensemble de façon générale. Moi, c'est aussi quelque chose que j'aimerais dire, mais c'est que de façon générale, notre industrie est engagée pour faire une meilleure industrie, et voilà, être précurseur et être un exemple de ces nouvelles industries. Nous, on discute beaucoup avec d'autres pays. Les Japonais sont fascinés par à la fois l'engagement de nos industriels et aussi le suivi du gouvernement et régalien qui suit. Donc c'est un engagement de toutes parts. Et donc pour en revenir plus précisément sur les tissages de Charlieu et Club Récit, on a donc initié un projet qui va être par exemple le projet Firex, pour vous donner un exemple concret, qui a comme objectif de créer une ligne de tri, de démantèlement, de délissage, donc, et de revalorisation aussi après de ces vêtements triés par les tissages de Charlieu, qui donne la parole. On va y arriver. Voilà, Marie de Vattier, du coup. Donc le projet Firex, effectivement, qui a été labellisé par Tectera. Alors juste pour petite parenthèse, pour me présenter rapidement, donc Marie Wattier, je suis responsable de l'impact et l'économie circulaire chez Tissages de Charlieu. Pour la petite anecdote personnelle aussi, si je suis aujourd'hui au Tissage de Charlieu, c'est parce qu'il y a 5 ans, 6 ans, le récit m'a mis en contact avec le Tissage de Charlieu pour me fournir des chutes textiles. Voilà. Donc il en découle de bonnes choses. Et donc, Tectera a labellisé maintenant, il y a 3 ans, le projet Firex. Donc le projet Firex, dont l'objectif est de créer une filière d'économie circulaire à partir de déchets textiles. Donc on est sur des déchets de post-consommation, des vêtements, du vêtement pro, du vêtement ménager, aussi des chutes de production, avec pour objectif de créer à la fois des boucles fermées et des boucles ouvertes en France, avec les industriels de la région en partie. Mais pas que. Mais pas que, puisque ça va au-delà. On travaille donc, les membres de ce consortium-là intègrent donc les tissages de Charlieu, Synergie TLC, qui est collecteur trieur, qui est notre partenaire sur Nouvelle Fibre, le TDV Industrie, qui est à Laval. On a aussi un partenaire important qui est le CETI, et MAPEA, qui fait de la plasturgie, et qui va donc pouvoir recycler en boucle ouverte une partie des gisements, notamment synthétiques. L'objectif de ce consortium, donc, c'est effectivement de monter 3 démonstrateurs. Un démonstrateur de tri et d'effilochage qui s'appelle Nouvelle Fibre Textile. L'usine est sur le point d'être mise en route puisqu'elle sera opérationnelle à la fin du mois d'octobre à Amplepuis, donc dans la région. Et 2 autres démonstrateurs, un démonstrateur de compoundage, donc là dans la plasturgie, et alors avec des partenaires de la filature aussi, de fibres recyclées à partir de ces matières-là. Bel exemple, effectivement, de démarche d'engagement. Du coup, alors, au niveau des autres acteurs, comment vous réagissez par rapport à tous ces clubs? Parce qu'il y a beaucoup de clubs qui se mettent en place, des groupes de travail. Pourquoi vous n'êtes pas encore au récit? Voilà, est-ce qu'on peut faire du collaboratif voilà, déjà, ensemble sur ces questions de recyclage? En tant que constructeur de machines, je peux que féliciter l'initiative et qui a la vertu, effectivement, à l'intérieur de ces consortiums, de développer ce collaboratif qui est une puissance extraordinaire. Nous, en tant que constructeurs, si on réfléchit tout seul à ce qu'on peut faire avec nos machines, sans les inputs de nos clients, et si possible avec les inputs des clients de nos clients, on est beaucoup plus fort. Et donc, c'est pour ça que la Nature DS, on l'a développée avec une experte, parce qu'en tant qu'utilisatrice, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle a besoin, et c'est par ce type d'initiative que le textile continuera d'évoluer, continuera de changer et fera la preuve que, une fois de plus, il y a des choses très différentes en fonction de où on fait quoi. Est-ce qu'il y a des liens avec la conception du coup des produits? Parce qu'on pourrait se dire filière de recyclage, donc question de recyclabilité plus forte pour la conception des vêtements. On a évoqué hier aussi le problème des fibres mélangées, qui sont des freins évidemment. On pourrait parler des Astad aussi et d'autres joyeusetés qui sont sur les vêtements. Du coup, oui, alors le collaboratif, effectivement, il se développe. Pour le coup, alors on est vraiment dans le lieu où on peut remercier les différents partenaires, et Fashion Tech Days, vraiment, c'est un bon exemple. Parce que là, quand vous regardez les programmes, on a du très gros, du moyen et de la TPE. Et l'essentiel est vraiment là, parce qu'aujourd'hui, on voit des évolutions textiles, et nous, on alerte un petit peu là-dessus. Attention à vouloir surfer sur l'industrie textile et la confection textile. Il y a du volume, il faut faire des gros sites. On voit dans le secteur certains industriels
qui redéveloppent des modes de gestion industrielle, les mêmes qui ont expliqué que l'industrie a été complètement mise à mal. Parce qu'on ne va pas refaire l'industrie à la chaîne, remettre, entre guillemets, je caricature, mais remettre des fouets dans les ateliers. Enfin, c'est pas RSE en tout cas. Voilà. Non, mais il existe des ateliers qui se développent en France où, de nouveau, les couturiers ou couturières doivent lever la main pour aller aux toilettes. Alors, effectivement, tout le monde dit oui, mais ça n'empêche, c'est ce qui. Et ceux qui font ça le font sur des belles ambitions de on réindustrie la France, le développement durable et compagnie. Oui, mais attention, revenons, quel est l'objectif premier et revenons à l'humain. On a l'exemple de la Esther avec des ateliers de confection, effectivement, où même en Europe, les droits humains ne sont pas tout à fait respectés comme on le souhaiterait. Donc, effectivement, ça pose la question du fonctionnement même de certains ateliers de confection. Et qui a un impact, parce que l'aspect TPE, nous on y pense aussi, et c'était un des objectifs de notre projet d'atelier, on développe pas mal de petits projets B2B, des entreprises françaises qui veulent faire du vêtement de marque. Alors souvent, on perd on n'arrive pas à répondre aux appels d'offres parce que certains nous disent on veut 300 quantités pour demain matin à tel prix, et nous on ne sait pas faire. Parce qu'il y a un moment donné, le prix matière, on peut jouer un peu dessus, mais comme on explique aux clients, le prix, c'est pas parce qu'on a un homme ou une femme qui va faire 300 polos au lieu de 30 qu'on va le payer moins cher. Donc il y a un moment donné, on peut. Et en plus, la capacité de réaction. Et parfois, on loupait aussi des propositions parce qu'on avait de plus en plus de mal à trouver des partenaires qui pouvaient faire des toutes petites quantités. Et nous, on part du principe que récemment, les derniers petits clients qu'on a eus, d'ailleurs on parlait d'optique tout à l'heure, un opticien qui est très sensible à l'aspect développement durable et qui dit tiens, oui, mais mince, moi j'ai 2 boutiques, j'équipe mon personnel, il faut que je fasse du Made in France. Il avait galéré pour trouver quelqu'un qui lui fasse 5 polos et 5 suites en Made in France. Mais en même temps, si on veut être cohérent, on ne peut pas lui dire non, on ne peut pas, et puis venir ici et dire il faut faire du Made in France. Parce que pour le coup, dans ce cas, il ne faudra pas s'étonner que ce type-là, il aille sur les plateformes et il aille acheter du suite, qui paiera en plus le comble, parfois le même prix. Donc c'est la marge de l'intermédiaire qui va. Donc sur l'aspect collaboration, c'est vrai que alors on voit que ça évolue. Moi je trouve qu'en quelques années, même les TPE, on arrive à être un peu plus inséré dans les réseaux. Mais c'est vrai que c'est quand même une problématique de dire comment... parce que quand vous disiez, tout à l'heure, je ne sais pas si c'est qui disait, oui, on a même une petite PME de 50 personnes. Oui, mais dans la vraie vie économique, une entreprise de 50 personnes, c'est plus une petite PME. Donc il faut vraiment penser en fait au TPE de 10 salariés et moins presque. Voilà. Je vois que le temps passe. Est-ce qu'on a une ou deux questions dans la salle ? Sinon, on va rendre l'antenne, comme on dit dans le jargon, à moins qu'il y ait d'autres interventions sur les collaborations, mais on pourrait en parler des heures. Je ne vois pas de questions. Alors moi, je vais vous raconter ma matinée mon après-midi de hier, voilà. Puisque hier matin, j'étais ici et effectivement, je suis tout à fait en phase avec ce qui a été dit. Je suis allé au musée des Confluences et j'ai retrouvé un nom qui m'était cher, parce que comme Marion, j'ai démarré aussi ma carrière il y a plus longtemps dans la RSE, il y a 25 ans au moins, et du coup, ça s'appelait pas encore RSE d'ailleurs à l'époque, et je travaillais pour Ribou, groupe Danone, Antoine, qui avait d'ailleurs un double projet à l'époque, c'était de double projet social, économique et social, donc c'était intéressant de voir que déjà on a des pères fondateurs qui ont travaillé ces questions-là. Je pense que vous connaissez après la suite avec l'ancien PDG de Danone qui est devenu le chantre justement de la RSE aux États-Unis, et plus le débat entre le système américain et le système européen. Bon, en tout cas, il y avait une expo de Marc Ribou, je ne sais pas s'il est de la famille, en tout cas au musée des Confluences. Et il y avait une phrase qui m'a interpellé. Il y a de très belles photos, évidemment. Je pense est-ce que notre photographe est parmi nous là ? Je ne sais pas, je l'ai vu avant. Bon, voilà, j'ai perdu le photographe. Une très belle phrase sur la photographie. Je me demande si ça ne peut pas aussi finalement s'adapter à la RSE. Alors, il est noté dans cette exposition que la photographie, elle ne peut pas changer le monde, mais elle peut montrer le monde, surtout quand il change. Je pense que c'est effectivement une belle définition aussi pour la RSE. On ne va peut-être pas changer le monde, peut-être qu'on va améliorer la mode, mais en tout cas, on peut déjà montrer ce qui change, et je pense que les intervenants vous ont déjà montré ce qui changeait petit à petit dans leurs entreprises. Voilà. Merci à vous.
Cet épisode vous a été proposé par Fashion Green Hub, association professionnelle qui rassemble et accompagne les entreprises françaises de l'industrie mode, textile, sport et luxe dans leur transformation post-carbone. Pour être au courant de notre actualité, consultez notre site internet fashiongreenhub.org et suivez-nous sur nos réseaux sociaux disponibles en description. Merci de votre écoute, à bientôt!